Dans cette vidéo, on va regarder un petit carnet que j'ai fabriqué pour un scénario assez long, parce qu'on a quand même joué 11 heures, un peu plus, scénario de l'Appel de Cthulhu. Et l'idée c'était, le titre c'est Un bien étrange naufrage, et l'idée pour moi c'était de faire en sorte qu'un des joueurs, parmi les 5 avec lesquels je jouais à ce moment-là, soit l'ayant droit d'une archéologue, d'une des toutes premières archéologues, donc archéologue femme de l'histoire de l'archéologie, qui reçoivent en héritage, après le décès de sa tante, un petit carnet usé dans lequel elle racontait un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments sur une enquête qu'elle avait menée. Et donc en fait pour moi l'idée c'était de donner à ce joueur, d'abord de lui faire trouver cet objet-là, de le faire recruter une équipe autour de lui, qui étaient donc les autres joueurs, pour pouvoir aller à la suite finalement de sa tante, pouvoir aller chercher où était un certain nombre de statuettes un peu étranges. Donc vous allez voir qu'on se pose sur un certain nombre de thèmes habituels de l'Appel de Cthulhu, mais ce petit journal rend les choses super intéressantes, super sympas, et les joueurs ont beaucoup apprécié jouer avec ça. Donc l'idée c'était de partir d'un petit carnet, donc si on regarde derrière, on verra que c'est un carnet rougi et éplé, que j'ai vieilli. Alors je l'ai vieilli de différentes façons, d'abord je l'ai froissé un petit peu, je l'ai gratté, je l'ai un petit peu malmené pour que la couverture en cuir en carton finisse par ressembler à du cuir. J'ai collé dessus une petite étiquette, et ensuite j'ai inséré pas mal de choses à l'intérieur du petit journal. Pour commencer, comme on va le voir tout le long, j'ai vieilli le papier, une page après l'autre. Alors évidemment, dans Heures de projet, c'est pas possible de plonger le carnet dans le café ou dans le thé, parce que sinon on aurait quelque chose de complètement déformé, et moi je voulais avoir quelque chose qui ressemble quand même vraiment à un carnet vieilli, tout simplement. J'ai utilisé des petites brosses à maquillage comme ça, que ça se trouve très facilement sur Amazon par exemple, ça coûte pas grand chose, et puis des petits pads d'encre. Donc ça c'est des tampons encreurs. Et donc en fait, il suffit simplement, on va le faire sur une des dernières pages, d'aller récupérer un petit peu d'encre comme ça, hop, bien en imprégner son petit tampon, et ensuite de venir teinter, gentiment faire ce qu'on appelle du vignettage en photo, c'est-à-dire venir colorer d'abord un petit peu les coins. Oula, je fais des bêtises. Et donc ça va immédiatement venir donner du caractère. Vous voyez, j'en remets un petit peu. Donner du caractère à notre papier. Et si ensuite on a envie de le plier un peu, de lui donner un aspect un petit peu chiffonné, sans tout arracher, mais quand je vais remettre de l'encre, ça va venir teinter assez joliment finalement les pliures du papier. Donc ça va donner une texture assez intéressante, une image assez intéressante. Voilà, donc j'ai fait ça sur toutes les pages. Ensuite, j'ai imprimé, donc ça c'est des bêtes feuilles de Bristol, toutes simples. J'en ai toujours de 3 tailles différentes. Celle-là c'est la plus petite. Et dessus j'ai imprimé celui-là c'est moi qui ai fait un dessin à partir d'un véritable dessin aborigène. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Je suis allé sur Gallica également, où je suis allé récupérer des photos, comme celle-ci par exemple, des photos des années 20, 30, voilà, qui ont un grain particulier, qui ont vraiment quelque chose de très joli. L'intérêt aussi du Bristol, c'est que c'est un papier qui d'une part se vieillit très bien, comme on l'a vu juste avant, mais qui, quand on le déchire, va donner comme ça cet aspect, il y a une épaisseur particulière qui reste, et qui donne vraiment quelque chose d'assez intéressant à ce papier-là, qui donne du caractère. Et lorsque je trouvais pas ce que je voulais, par exemple une photo du mont Uluru, qu'on connaît aussi sous le nom d'Ayers Rock, en Australie, quand je trouvais pas les photos, je les récupérais, je les passais sur Affinity Photo en ce qui me concerne, mais Photoshop marche très bien aussi, ou d'autres logiciels, pour le passer en noir et blanc, l'user un petit peu, en sépia ça peut marcher très bien aussi, pour lui donner justement cet aspect un peu vieilli que je recherchais. Et ensuite, je découpais
donc soit dans du Bristol, soit un carton fort, n'importe lequel, un papier un peu épais quand même, en laissant un cadre blanc qui amène ce côté un peu Polaroid, assez joli. Donc en fait, mon parti pris de base pour cette histoire, c'était de me dire, les grands anciens prennent le pouvoir ou prennent le dessus sur les humains à travers leurs rêves. C'est là qu'ils vont récupérer en fait de l'énergie, de la force, à travers la dévotion, à travers les sacrifices, etc. C'est à travers les rêves qu'ils vont passer dans l'esprit des humains. Or, en regardant mon reportage, je crois, je me suis rendu compte que pour les aborigènes, il existe un temps du rêve, et que en fait les aborigènes sont les défenseurs du rêve des hommes. Et je me suis dit, et si, depuis des temps immémoriaux, les aborigènes étaient les défenseurs du rêve humain contre les incursions des grands anciens? Et si finalement ils étaient les garants de la santé mentale de l'humanité contre les assauts continuels des grands anciens, même si bien évidemment certaines personnes plus perméables finissent quand même par se faire corrompre. Et j'ai déroulé un petit peu cette histoire. Et c'est ça que je raconte finalement dans ce journal. Donc au dos de certaines cartes, j'ai écrit des choses, soit voilà, Uluru ou Ayers Rock, des parois gravées sublimes et toujours ces motifs auréolés. Les motifs auréolés, pardon, on les voit un petit peu ici, où il y a toujours des coiffes, des choses comme ça, on va en voir d'autres juste après. Et donc pour moi l'idée c'était d'arriver à raconter tout ce qui précédait les joueurs, et pour qu'ils puissent rentrer dans l'histoire sans que moi j'ai besoin de leur proposer un appel à l'aventure un peu trop cousu de fil blanc. Donc, Gallica, il y a une quantité absolument fantastique de photos d'époque. Donc là, on a 2 tennismen, très classe, et donc j'en ai choisi un, à qui j'ai donné un nom d'armateur grec. Et donc, j'explique ce riche armateur grec a acquis les étranges figurines de Cuba. Donc je fais des figurines que je vais vous montrer juste après. Ah, voilà, ici, qui sont des images que j'ai trouvées sur Pinterest pour le coup. J'en fais des figurines, évidemment, issues du mythe. Et donc en fait, ces figurines, j'explique qu'elles ont été trouvées à Cuba, que personne ne sait de quand elles datent, que personne ne sait qui les a fabriquées, ni dans quels matériaux elles sont faites. Donc là, on est clairement dans du Lovecraft. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé l'idée, hein, c'est bel et bien lui. Et donc en fait, l'histoire, c'est que ces figurines ont été achetées par cet armateur grec. L'armateur grec va à Cuba, achète les figurines, décide de repartir en Grèce, mais en tant que armateur, donc propriétaire du bateau qu'il ramène, il fait pression sur l'équipage, donc du coureur du Pacifique, pour dévier la route du bateau et passer par l'île de Bimini. Donc Bimini, c'est dans les Caraïbes, c'est un petit peu au large de la Floride, et c'est l'une des pointes du triangle des Bermudes. Et il se trouve que, et ça c'est vrai, dans des reportages que j'ai vu ça, à Bimini, il y a des formations rocheuses extrêmement régulières au fond de l'eau qui sont appelées la Bimini Road. Et donc je me suis dit, ce serait quand même très marrant que Pavlos Kostakis achète les figurines à Cuba, détourne le bateau, le coureur Pacifique, jusqu'à Bimini, et que le bateau coule pile à l'aplomb de Bimini Road. Et donc en fait, tout ce qu'on voit à travers ce cahier, là, c'est une photo du naufrage. Naufrage du coureur Pacifique a été vu par les locaux de Bimini. L'épave n'a pas été retrouvée et pas trace des figurines. Et donc elle commence à expliquer ce que sont les figurines. Nouvelle civilisation, ce serait merveilleux, est-ce que c'est une mauvaise blague? On a toutes les réflexions finalement d'une scientifique sérieuse qui commence une enquête sur qu'est-ce que c'est que ces figurines, comment ça se fait qu'elles aient disparu, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen finalement de les sauver, et est-ce qu'il y aurait moyen de les retrouver? Et en fait, plus ça va aller, donc là c'est un dessin de Bimini, pourquoi l'épave a disparu, elle fait son enquête finalement, et dans son journal, elle laisse toutes les traces de son enquête. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était de faire en sorte que finalement il y ait déjà eu une enquête, et que les joueurs marchent dans les pas de cette personne qui réfléchit, qui découvre. On est au début du XXe, de plus en plus de gens s'intéressent aux aborigènes, à l'Australie, à leur art, à leur culture,
s'interrogent. Et donc en fait, c'est toutes ces interrogations-là que j'ai voulu mettre dans ce bouquin. Ce petit calepin avec un petit tacle pour les amis anglais, parce que forcément l'inimitié franco-anglaise ne date pas d'hier. Et en fait, petit à petit, on se rend compte qu'elle voudrait organiser une expédition à Bimini. Elle voudrait organiser, trouver les fonds pour pouvoir avoir un bateau d'exploration, peut-être obtenir un scaphandre, même si elle sait que c'est très cher, que c'est compliqué. Et finalement, un des thèmes qui était intéressant pour lancer cette enquête, c'était de se dire, dans ces années-là, être une femme qui a un esprit d'initiative, qui a une curiosité scientifique, c'est très difficile. Et donc, à travers ce calepin, on a à la fois l'enquête qui se lance, et en même temps, cette scientifique qui se heurte à la phallocratie de l'époque, qui se heurte à sa hiérarchie scientifique qui va lui refuser les crédits. Il y a donc un personnage qui est Fallard, qui est en fait son supérieur hiérarchique, et qui a le pouvoir ou pas de la laisser créer son enquête. Et donc en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il va essayer de profiter de la situation. Il va lui dire oui, bien sûr, on peut en parler, tout ça pour pouvoir l'inviter à dîner, pour pouvoir lui faire des avances. Elle, évidemment, va refuser puisqu'elle n'est pas là pour ça. Et lui, du coup, va lui dire si jamais tu veux pas, ton expédition, tu la feras jamais. Et donc, en fait, c'est un peu ce mélange entre un thème presque sociétal de l'époque, évidemment qui résonne un peu aujourd'hui malheureusement, et qui vient donner de l'humanité finalement, qui vient donner du concret, et qui vient donner du réalisme à cette enquête qui se pose sur des choses assez étranges. Et donc elle va citer comment il lui parle, vous voulez ça, vous les femmes, voulez-vous chercher ça, je leur ai giflé ce mufle, pauvre phallocrate débile. On est vraiment dans quelque chose qui tient du journal intime. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que plus ça va aller, plus elle va s'intéresser à ces figurines, plus elle va essayer de s'approcher, qu'elle va découvrir des choses par rapport au mythe, et plus elle va devenir irritable, et plus elle va devenir agressive, et en fait, plus son écriture va changer, va devenir de plus en plus nerveuse comme ça. Les dessins vont être il va y avoir des espèces presque comme des éclats de voix de BD. Elle va écrire en majuscule, elle va mettre à souligner, elle va mettre des points d'exclamation. Plus ça va aller, moins elle va écrire droit. Il va y avoir des ratures alors qu'il n'y en avait pas avant. Et finalement, au bout d'un moment, on va retrouver une photo donc de ce personnage, encore une fois, merci Gallica, mais cette fois raturé, brûlé les yeux, salaud, machin. Alors moi qui fume pas, ça a été une petite paire de manches d'arriver à faire des trous pour les yeux avec juste une bougie, mais en tout cas, voilà, je lui ai claqué le groin à Sport la dernière fois qu'il me regarde avec son air compassé de Jean Foutre. Donc en fait, son expression, son vocabulaire change aussi, parce que plus ça va, plus elle s'énerve, parce que plus elle est aussi possédée par le mythe. Plus elle avance dans ses recherches, et plus elle se rend compte de certaines choses, et plus moins elle a de contrôle, en fait, sur sa pensée, sur sa réflexion. Donc plus ça va, et plus elle se met à dessiner des choses qu'elle voit en rêve, des choses un peu étranges, avec le talent de dessin qui est le mien, hein, de dessinateur, mais jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, elle a été interrompue. Pour terminer ça, j'ai fait une lettre que j'ai donnée donc au joueur qui était le neveu de la défunte scientifique, qui lui expliquait que il avait été le seul à la comprendre, à la prendre au sérieux et à écouter ses histoires, et que c'est pour ça qu'elle lui avait légué sa maison, qui contenait son bureau. Dans le bureau, il y avait un tiroir, dans le tiroir, il y avait un petit coffre, dans le coffre, il y avait ce journal, pour que lui reprenne la suite de ses recherches à elle, et puisse arriver à mener tout ça, puisque lui, étant né homme, allait avoir la chance de pouvoir mettre en place l'expédition et le projet qu'elle avait eu. Et donc voilà comment, avec juste un petit journal, un petit peu d'encre, et quelques recherches sur Gallica, mais encore une fois, et sur Pinterest, mais encore une fois, c'est super facile à trouver. On peut arriver à proposer quelque chose qui va être super immersif. Les joueurs ont vraiment beaucoup aimé, et on s'est tous énormément amusés ensuite, puisque à partir de là, j'ai fait quelques recherches aussi sur du dessin traditionnel aborigène, j'ai regardé une ou deux conférences aussi pour mieux comprendre les véritables religions aborigènes, parce qu'il y en a plein en fait. Et grâce à ça, dans cette partie, ils sont partis de Paris, ils sont allés jusqu'à Bimini, donc dans les Caraïbes,
avant de faire une plongée sous-marine, ce qui était une grosse nouveauté. J'ai un petit peu triché avec les années pour pouvoir aller là où on voulait. Trouver un temple immergé, retrouver un Kostakis qui était devenu un espèce de profond, donc qui avait été complètement déformé par les anciens et qui avait bel et bien sacrifié 600 personnes du bateau à un ancien qu'il avait appelé à travers les figurines. Et partant de là, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils aillent jusqu'en Australie, jusqu'au mont Uluru, à l'Ayers Rock, pour pouvoir arriver à retrouver les gardiens du rêve. Et voilà, il y a eu une grande bataille épique à la fin, parce que c'est pas parce qu'on fait du Cthulhu qu'on peut pas faire du pulp avec. Et je pense que les joueurs s'en souviennent assez bien. En tout cas, moi, c'est peut-être une des plus belles parties que j'ai menées, un des plus jolis scénarios que j'ai écrits. Et puis ça, c'est une de mes plus jolies pièces en termes de préparation, donc j'avais envie de vous la montrer. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que on aura l'occasion d'en discuter. Vous aussi, peut-être que vous avez fait des jolis objets comme celui-là, peut-être que vous voulez que je détaille un peu deux ou trois méthodes, peut-être que... voilà, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous la montrer. Voilà, à très bientôt.